Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. « 8h56 et donc je suis en compagnie d'Alexandre de Alternative Socialiste. Salut Alexandre. Bonjour Marjorie. J'ai le bon nom là, je t'ai pas appelé d'un autre nom. Non, c'est bien. C'est noté quand même. C'est un pas en avant. C'est un pas en avant. Merci beaucoup de m'encourager. Donc Alexandre, on va parler lutte contre les changements climatiques. C'est la semaine qui est dédiée à ce sujet-là. Tout le monde en parle, c'est important et donc tu as choisi d'en parler toi aussi, j'en suis très heureuse. Par quel bout on prend ça ce matin? Ben, on va commencer par la racine, là. On parle souvent, malheureusement, dans le militantisme, de toutes sortes, souvent, c'est qu'on parle toujours des industries. On parle de l'industrie comme si l'industrie, s'il y avait personne en arrière, comme si c'était un phénomène par lui-même, comme si elle était indépendante du système économique dans lequel elle est. La réalité, c'est que le réchauffement climatique, c'est un réchauffement capitaliste. C'est un réchauffement capitaliste du fait que c'est la manière dont l'industrie, puis les intérêts pour lesquels l'industrie elle est gérée, je veux dire, tant et si longtemps qu'on va se retrouver avec un système qui est un peu chaotique, qui fonctionne avec uniquement sur la base où le marché, dans le fond, fixe les règles, fixe les intérêts de tout le monde, puis qu'on va avoir un système économique où tout est absolument, où ce qu'on a des petites chapelles qui font passer l'intérêt de leur profit avant les intérêts communs en général, c'est certain qu'on va se retrouver avec des conséquences. Et puis là, c'est plus seulement des conséquences sur la population en général, sur un groupe, sur un groupe ethnique, où c'est vraiment sur l'ensemble, non seulement de l'espèce, mais des espèces de tout l'écosystème et ainsi de suite. Donc, le réchauffement, il est capitaliste et c'est pas pour rien que ceux qui s'opposent à prendre des mesures draconiennes pour pouvoir sauver l'espèce humaine puis tout le reste de l'écosystème, ce sont les capitalistes, c'est la droite conservatrice qui, bien sûr, la droite économique. C'est ça, la droite économique, puis elle se classe en deux camps. Le premier camp, c'est bien sûr les négationnistes. C'est pas nouveau, vous savez. En plus, les négationnistes, c'est souvent ceux qui l'ont su en premier qu'il y avait un problème. Il y a eu des dossiers qui ont été sortis par rapport au fait que les compagnies pétrolières savent depuis les années 70 qu'il y a un problème de réchauffement climatique. Et on n'est pas dans le neuf. Je veux dire, Monsanto savait que son Roundup était extrêmement dangereux, mais ils ont fait passer leur profit avant ça. Les compagnies de tabac ont nié devant tout le monde le fait en public là, que le tabac causait le cancer puis que la nicotine causait la dépendance. Ils l'ont nié extrêmement longtemps parce qu'ils faisaient passer leur profit avant ça. Et puis, si vous reculez encore plus avant ça, il y a des trucs aberrants comme le radium, par exemple. Le radium, il y a eu une époque dans les années 30 où on mettait du radium dans l'eau pour dans les restaurants et on faisait même des horloges au radium. On peinturait les chiffres au radium pour que ça allume la nuit. On trouvait ça bien cute. Le résultat, c'est qu'éventuellement, les gens se sont mis à attraper le cancer. Vous savez, les femmes qui peignaient, dans le fond, les chiffres sur les horloges de radium avaient tendance à prendre leur pinceau puis à se le mettre dans la bouche. Et puis là, éventuellement, ils ont développé des cancers. Puis bien sûr, la réponse a été le négationnisme encore. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ces femmes-là... Vous hallucinez. Vous hallucinez. Ces femmes-là, ils attrapent le cancer. C'est pas des cancers dus au radium. En fait, c'est parce que c'est des dévergondées. Elles ont la syphilis. Si vous reculez en arrière de ça, c'était l'arsenic. Il y avait de l'arsenic à plein dans ce qu'on trouve sur les murs, là. Et puis... écoutez, les gens étaient malades en dedans chez eux. C'est à la fin des années du 18e siècle, du 19e siècle. Les gens étaient malades, ils comprenaient pas pourquoi. Ils s'en allaient en vacances. D'un coup, ils revenaient en santé, ils retournaient chez eux, ils étaient malades. Et on s'est rendu compte que c'était l'arsenic qui était à l'intérieur, qui rendait les gens malades chez eux. Et puis, les propriétaires de compagnies qui faisaient le papier peint avec de l'arsenic disaient, on est prêt à en manger en conférence de presse pour prouver que ça cause pas de problème. Bien sûr, jamais personne ne l'a fait. Donc, c'est le négationnisme, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est d'essayer de renvoyer sur les individus la responsabilité. Cette fameuse mentalité-là qui dit, si vous voulez empêcher les réchauffements climatiques, prenez des douches de 5 minutes. Ça va régler le problème, ça. Le problème, c'est pas les compagnies, c'est pas le système, c'est vous à titre individuel. C'est ce qui mène au type de politique qu'on voit en France actuellement. C'est-à-dire qu'on a pelleté sur l'ensemble des travailleurs la facture écologique. Et puis, ça l'a donné quoi? Ça a donné le mouvement des Gilets jaunes. Parce que les gens ont dit, écoutez, les gens sont pas fous. Ils constatent que c'est 71% des gaz à effet de serre sont émis par 100 compagnies.
C'est uniquement 100 compagnies, donc toutes les compagnies de pétrole, puis ainsi de suite. Donc, dans ces circonstances-là, de dire aux gens, arrêtez d'utiliser des pailles en plastique, ça va sauver. C'est l'exemple que j'avais en tête, l'exemple des fameuses pailles. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, je veux dire, en même temps, là, on peut se faire l'avocat du diable puis se dire, quand on crée un mouvement autour de personnel, puis que les gens autour suivent, souvent l'influence va dépasser notre propre réseau puis va se propager. Oui, peut-être un jour aux entreprises, on peut être optimiste, mais quand j'ai vu cette histoire de paille qui est sortie, il y a quoi, ça fait combien de temps qu'on haït les pailles, là? Ça date de des vidéos YouTube qui se sont promenées, là, ça doit faire à peu près un an. Mais je me suis dit, c'est tellement petit, je me suis dit, même physiquement, le premier réflexe que j'ai eu, puis peut-être que vous allez me trouver bien plate puis bien pessimiste, je me suis dit c'est bien représentatif justement de sur qui on met la faute, l'individu et sa petite paille qui est un si petit objet comparé justement à tout ce que les grands pollueurs font sur la planète. Je trouvais que là on était rendu à un extrême, mais je trouvais que le symbole était fort. Ouais, avec Justin Trudeau qui fait du marketing politique. D'un côté on achète des pipelines, de l'autre côté on veut interdire les pailles. C'est exactement ça. Quand on dit qu'on voit la paille dans l'œil de l'autre puis qu'on voit pas sa poutre, là, c'est plus le pipeline que Justin Trudeau. Ceci dit, ça veut pas dire qu'on dévalorise ici les efforts individuels, mais faut nuancer le tout. Oui, c'est sûr. Et puis, il faut s'attaquer à ces grandes entreprises-là. Ça passe, dans le fond, la solution, elle est simple. C'est, actuellement, la conscience environnementale s'élargit. Il y a de plus en plus de gens qui veulent changer le système, mais ils s'accrochent et ils ont des problèmes avec quelques individus, les frères Koch, des individus qui concentrent énormément de pouvoir, qui concentrent la presse entre les autres, qui désinforment le public, c'est eux qui donnent l'argent à des chroniqueurs ou à des animateurs de radio qu'on ne nommera pas, qui font la promotion du climato-sceptisme. Par contre, il faut faire attention, les nationalisations pures et simples, les simples nationalisations, on ne règle pas le problème. Il y a énormément des 100 compagnies qui sont, entre autres, des compagnies qui sont liées à l'armée américaine. Et puis, dans ces circonstances-là, non seulement il faut aller à une propriété collective, mais ça prend une démocratisation. Avoir une démocratisation de cette gestion-là. Il faut faire en sorte à ce que les gens puissent avoir leur contrôle. C'est la démocratie, l'économie démocratique va faire en sorte à ce que la gestion des moyens de production va refléter la conscience sociale de la population et que plus l'aspect environnemental va se développer, plus les gens vont être prêts plus le système économique va effectivement changer, puis plus on risque d'avoir justement un changement radical. Mais c'est quoi, moi je trouve que c'est des belles idées tout ça, mais encore une fois, je me dis si on regarde ce qui se passe en ce moment sur les médias sociaux par rapport au discours de Greta Thunberg à l'ONU, elle se fait varloper même sur notre propre page Facebook, il y a des gens qui, se demandent pourquoi elle est considérée comme crédible. Puis là, je suis polie parce que elle a quand même été invectivée de façon très impolie par plusieurs, dont Trump, qui s'est moqué d'elle hier. Moi, des fois, ça me fait un peu peur, dans le sens où je me dis, si les gens pensent de cette façon-là et se permettent en public d'être contre le réchauffement climatique, est-ce qu'on pourrait leur faire confiance finalement? Ben, je veux dire, quand on parle de démocratisation de l'économie, on parle aussi de démocratisation des médias. Actuellement, une des raisons, lorsqu'on compare Montréal avec la région de Québec, on voit que le climato-sceptisme est 2 fois plus populaire dans la région de Québec qu'à Montréal. Pourquoi? C'est certainement pas parce qu'il y a des radios qui font la promotion de cette idée-là sur une base quotidienne depuis à peu près 20 ans. Puis on voit aussi que les gens qui réagissent, j'imagine que sur Québec Réveil, parce qu'on le sait c'est quoi un peu sur Internet, il y en a qui sont très proactifs à aller sur les pages des médias qu'ils n'écoutent pas pour s'assurer d'aller leur apprendre quoi ne pas dire, parce que les médias qu'ils écoutent, eux, disent la vérité. Puis ça, on le voit aux États-Unis, les gens, les auditeurs de Fox qui s'en vont commenter sur d'autres pages de médias sans même les écouter pour être certains des faire taire, parce qu'ils veulent avoir un système de propagande. Et ces médias-là, ils sont subventionnés puis ils sont financés par des gens. Je veux dire, lorsqu'on regarde les radios de droite dans la région de Québec, je veux dire, leur vente de publicité, c'est des trucs qui sont à 50% à peu près ralliés à l'industrie automobile, de proche ou de loin. Donc, c'est tous des trucs, que ce soit l'huile à moteur, que ce soit les voitures, les concessionnaires eux-mêmes, que ce soit les garagistes, n'importe quoi. Éventuellement, ces médias-là agissent en fonction de leurs mécènes. C'est ce qui fait en sorte que ça va toujours avoir une limite
par rapport il va toujours avoir une limite par rapport au système capitaliste quand ça va être le temps de faire avancer les mentalités. Cependant, je veux dire, cette propagande-là a des, elle-même ses limites. On voit, c'est pour ça qu'il y a des initiatives. On tourne dans le pacte, c'est le fameux pacte avec M. Champagne. On a la déclaration d'urgence climatique. Puis bon, Québec solidaire a aussi Ultimatum 2020. Ces campagnes-là ont de quoi d'intéressant. Par contre, on les voit, elles sont pas pareilles. En ce qui est M. Champagne, ça l'a commencé, là, ça commence à transférer vers d'autres choses. C'était beaucoup une initiative de conscientisation personnelle. La déclaration d'urgence climatique, c'est politique. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, moi, je trouve, parce que là, on agit au niveau des municipalités, mais en même temps, les municipalités ont un pouvoir limite, quand même limité sur ce qu'elles font. Il y a des choses, elles n'ont pas de pouvoir sur les grandes entreprises. On le voit par rapport à toutes ces municipalités-là en Gaspésie, qui en ce moment essayent d'empêcher les pipelines, puis qui se font faire qui reçoivent des poursuites bâillons en tant que telles. Je veux dire, le gouvernement du Québec ne fait rien, que ce soit les libéraux, que ce soit la CAQ. Puis dans le cas d'Ultimatum 2020, là, on s'attaque au gouvernement en place, mais le problème, c'est qu'on s'attaque uniquement au gouvernement. Et aussi, il faut se rappeler qu'un gouvernement de droite, son travail, c'est justement de protéger les grandes entreprises. Puis là, on voit par la répression du gouvernement, à partir du moment qu'on s'en va s'attaquer directement aux entreprises, qu'on passe pas par la pression sur le gouvernement. En 2012, la première fois que les chevaux ont sorti durant la grève étudiante, c'est quand les étudiants ont décidé d'aller manifester devant le conseil d'administration de Power Corporation. Puis c'est drôle, comme par hasard, un gouvernement libéral, avec un gouvernement libéral de Jean Charest, on a vu les chevaux sortir. Alors là, c'était urgent. La répression devait augmenter. On allait manifester devant Power Corporation. Donc, c'est certain que toutes ces campagnes-là ont du positif parce qu'on voit, ça l'amène à des mobilisations de masse actuellement, dont le 27 septembre, cette grande manifestation-là. Et on voit très clairement, face à, que ce soit Greta, que ce soit le PAC, que ce soit la DUC, n'importe quoi, il y a une réaction de classe. Il y a vraiment une dichotomie. On voit d'un côté les syndicats qui, eux, supportent en général le 27 septembre, pendant que les journaux de Power Corporation, qui sont possédés par le champion des lockouts, eux, tous leurs chroniqueurs ridiculisent Greta, puis renvoient les gens encore à leur responsabilité personnelle. Donc vraiment, il y a une dichotomie de classe, parce que ce que ça fait, c'est que ça l'amène les gens à se poser des questions, à pouvoir prendre des actions un petit peu plus radicales quand ils voient que ça bouge pas. Il y a une certaine panique. Premièrement, on voyait l'OPEP qui était sorti dernièrement, puis qui avait dit il faut absolument arrêter le mouvement anti-pétrole parce que ça nous nuit. Puis l'autre aspect de la panique, c'est on l'a vu avec entre Legault et les professeurs. C'est-à-dire les professeurs qui disaient nous on va aller sortir. Legault leur dit allez pas là. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on voit, c'est l'embryon d'une grève politique. Et c'est ça qui empêche le capital de faire ses nuits. C'est les grèves politiques qui existent en Europe et ainsi de suite. Ce que Legault veut pas, c'est d'avoir un effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'il y ait des gens dans l'industrie, que ce soit dans Bombardier, n'importe où, qui disent si les professeurs peuvent faire une grève politique, pourquoi je le ferais pas moi aussi? Donc, moi, je pense que, en ce qui est de la coalition du 27, en ce moment, cette coalition-là doit se maintenir. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une implication des centrales syndicales. Et il faut aussi élargir ça. Il faut élargir ça aux syndicats plus à la base. Il faut aller de plus en plus, intégrer de plus en plus de gens du mouvement syndical de manière à ce qu'ils se sentent de plus en plus intéressés puis touchés par ça puis qu'ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Et dans ces circonstances-là, il va falloir transformer cette coalition-là pour l'amener peut-être vers quelque chose qui va aller plus vers du politique. Il y avait un désir de pas inviter les partis politiques. QS est allé finalement. Finalement, il y a une campagne qu'on lance et puis là, on va en parler de plus en plus sûrement qu'on va... c'est notre campagne à l'international. Finalement, j'arrive un peu à plugger ce qu'on est. C'est que nous, au CIO, on a lancé une campagne qui a pour but de compléter ici au Québec Ultimatum 2020. Et le but, c'est de faire en sorte à ce qu'on s'attaque à ces 100 grands pollueurs-là. C'est de faire en sorte à ce que on aille sur place, c'est ce qu'on appelle en anglais du name and shame, c'est-à-dire qu'on aille les voir sur place et qu'on démontre c'est qui les responsables, c'est qui se cache derrière la CAQ, c'est qui les soutient dans leur climato-sceptisme. Et puis, on n'a pas besoin d'être violent pour ça, quoi que ce soit, d'aller se faire arrêter. C'est pas ça qui est intéressant. L'important, c'est d'amener dans la conscience sociale que non,
il faut absolument changer le système. Il faut en fait changer de système. C'est marqué ici, changer le système, pas le climat. Sur ton t-shirt. Sur mon t-shirt. Et non pas se contenter de convaincre les gens que c'est une simple responsabilité personnelle. Alexandre, la manifestation a lieu à Québec vendredi. On le rappelle, départ du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, tout un trajet. Vous pourrez sans doute trouver l'itinéraire sur les internets. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine l'émission. Et en terminant, je veux saluer une dame qui nous a appelé tout de suite après la chronique de Marjolaine Turcotte de la ferme Poulain Turcotte. Hein, on disait, si vous avez des questions à adresser à Marjolaine, gênez-vous pas. Ben, c'est arrivé en direct, bing bang, paf paf, comme quoi, hein, ça fonctionne très bien, cette émission. Donc, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, bien sûr. Bye bye. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.